Merci Édouard de m'avoir invité pour vous parler d'un acteur particulier du cycle de l'eau, les eaux souterraines. Une de ses caractéristiques, c'est d'être un des acteurs les plus lents de ce cycle, et je vais essayer de ne pas aller trop vite. Avant d'attaquer, j'aimerais remercier les nombreux collègues qui m'ont aidé à réfléchir à ces questions par nos travaux. Au sein de l'IPSL, c'est l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est le groupement de laboratoires dédié à l'étude du système climatique en Île-de-France, également au CNRM de Météo France à Toulouse, le centre de recherche météorologique, et puis des collègues d'Asie à Taïwan, dans le cadre d'un projet ANR. Alors, je vous parlerai d'abord, j'essaierai de vous définir ce qu'on entend par les eaux souterraines, ensuite brièvement la manière dont on les étudie, et puis j'aborderai trois liens particuliers liés au cycle de l'eau. D'abord, les relations entre les eaux souterraines et les débits et les ressources en eau. Ensuite, l'influence de ces eaux souterraines sur l'évapotranspiration. Et enfin, les liens avec le climat. Donc, je vais commencer par essayer de vous définir ce que sont les eaux souterraines. Et je commence par une... Alors, je n'arrive pas à faire marcher le pointeur. Donc cette photo vous montre l'exutoire de la fontaine de Vaucluse, qui est la plus grosse source karstique d'Europe, dans le Vaucluse, et qui vous montre que donc, les eaux souterraines, il y a des endroits où on peut les voir vraiment. Donc là, on a un accès direct, l'eau du souterrain qui sort et qui coule. Et si vous avez la chance de pouvoir aller à cet endroit, vous verrez que le débit est vraiment conséquent. La vitesse de l'eau est visible à l'œil nu. Voilà, mais pour entrer dans des généralités, il est important pour... ouais, c'est embêtant que je n'arrive pas à faire marcher ça. Donc, quand on s'intéresse à l'eau qui est sous la surface du sol, donc les eaux souterraines au sens large, on distingue deux grandes zones, la zone en jaune... Ah oui, mais là, je suis trop loin. La zone en jaune, merci. Voilà, qu'on considère comme non saturée, c'est-à-dire que les pores du sol ne sont pas complètement remplis d'eau, contrairement aux zones les plus basses qui sont représentées en bleu ici. Parce qu'en fait, l'eau s'infiltre par la surface du sol, coule sous l'effet de la gravité jusqu'à ce qu'elle rencontre en général des couches imperméables. Et là, l'eau s'accumule et à ce moment-là, elle remplit intégralement les pores des sols ou des roches. Donc c'est ce qui nous permet de distinguer la zone non saturée de la zone saturée. Et ce qu'on appelle la nappe phréatique, c'est la partie superficielle de la zone saturée dans laquelle on peut forer des puits, par exemple, directement depuis la surface. Et on appelle le toit de la nappe cette zone d'interface. Vous avez aussi entendu parler du mot aquifère, c'est la manière dont on définit les roches dont la propriété est d'être suffisamment poreuses pour contenir de l'eau dans lesquelles elles peuvent s'écouler. Donc les eaux souterraines au sens large, c'est tout ça, mais au sens strict, dans ce que je vais, dans la suite de mon discours, ce sera surtout les eaux de la zone saturée. Et puis il y a un autre compartiment qui est plus délicat à définir, c'est l'humidité du sol, parce que alors les sols agricoles sont le plus souvent non saturés, sinon il y aurait des problèmes de pourrissement des racines, etc. Mais il arrive que les sols soient saturés, c'est-à-dire que la nappe rentre dans le sol. C'est le cas dans les zones humides. Et puis, je vais en reparler. Je vais vous montrer des exemples plus tard. Maintenant, quelques chiffres. Donc, à la surface de la Terre, les plus gros volumes d'eau sont de l'eau salée, les océans, et seulement 3% sont de l'eau douce. Et parmi ces 3%, 2 tiers sont immobilisés sous forme solide dans les calottes et dans les glaciers et dans la neige. Sur le tiers restant, l'eau souterraine constitue la grande majorité, 30% au total de l'eau douce, à peu près. Les estimations sont pas très précises parce que tous ces compartiments sont quand même pas toujours très bien définis. Et puis, l'eau douce de surface, liquide, comprend les rivières, les marais, les zones humides et les lacs qui sont, dans ce cas-là, les plus gros contributeurs. Ce qu'on appelle l'eau utilisable pour les activités humaines en particulier, c'est constitué de l'eau des rivières, de l'eau des lacs et d'une part des eaux souterraines, en général la plus superficielle. Et il faut savoir que 25% des prélèvements d'eau douce pour les activités humaines sont faits en prélevant dans les eaux souterraines, donc dans les nappes libres ou captives.
Mais alors, ces visions-là donnent l'impression que tous ces réservoirs d'eau sont très statiques. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait, puisqu'ils font partie du cycle de l'eau. Et les eaux souterraines qui se retrouvent ici, et vous voyez ici une zone saturée idéalisée par-dessus un imperméable, ces eaux coulent. Alors, elles coulent, leur exutoire principal, ce sont les océans, comme les eaux de surface, mais elles coulent beaucoup plus lentement. Et donc, on retrouve le fait qu'il y a des flux principalement verticaux dans la zone non saturée jusqu'à atteindre la zone saturée, alors que dans la zone saturée, dans les eaux souterraines au sens strict, les écoulements sont principalement horizontaux vers les rivières et à destination finale des océans. Et le fait que ces eaux coulent, même si elles coulent lentement, avec des vitesses qui dépendent selon les milieux, font que les eaux souterraines sont une ressource renouvelable, sauf pour celles qui coulent très très lentement. Et au fond, quand on cherche à exploiter des eaux souterraines pour un usage particulier, il faut faire attention à ne pas exploiter à une vitesse plus grande que le taux de renouvellement de ces eaux, sinon il va y avoir une baisse du stock. Alors une autre manière de voir comment les eaux coulent, c'est à l'échelle d'un bassin versant, comme représenté ici. La source principale des eaux souterraines, c'est les précipitations, dont une part depuis les sols est reprise par évaporation et transpiration par les plantes, mais une part va s'infiltrer jusqu'à atteindre la nappe qui est matérialisée par la transition entre la zone non saturée et saturée, matérialisée par ces tiretés ici. Et puis, donc, on a des écoulements qui se dirigent vers les cours d'eau et parfois vers les sols également, dont ils alimentent l'humidité. Et vous voyez que donc, une des forces motrices essentielles de ces écoulements, c'est la gravité des zones hautes vers les zones basses. Et c'est ce qui explique qu'on peut avoir dans des fonds de vallée de la végétation de manière beaucoup plus développée qu'à côté des vallées. Vous voyez aussi ce genre d'exemple d'hétérogénéité de la végétation liée à des contrastes topographiques sur cette photo, encore mieux ici. Et là, on est dans un milieu plus froid, en fait, où c'est au contraire dans les zones les plus basses qu'on n'a pas de végétation. La végétation, en fait, dans les zones les plus basses, l'humidité est trop forte, gêne la pousse des plantes et notamment des arbres, et donc les arbres se réfugient dans les zones un peu plus sèches, plus en altitude. Et le dernier élément sur lequel je voudrais insister avant d'aller plus loin, c'est la très grande hétérogénéité de structure et donc de fonctionnement du système souterrain quand il s'agit de parler de l'eau et de ses circulations et de ses stocks. Donc c'est représenté par ce magnifique schéma et où vous voyez sur ces blocs diagrammes en bas différents types de configurations de roches et de manière dont l'eau est dans les roches. Donc dans les aquifères de roches sédimentaires qui sont très poreux, vous avez globalement de l'eau de manière uniforme partout. Alors, les parties superficielles sont moins saturées. Et puis, quand vous avez des alluvions, eh bien, il y a des galets là au milieu. Vous avez aussi des aquifères karstiques comme celui qui a donné lieu à la fontaine de Vaucluse, où il y a des conduites matérielles qui peuvent être très importantes, voire des grottes où l'eau circule. Dans les zones de socle et de granit, c'est dans les fissures de la roche que l'eau est stockée et circule également, à des vitesses beaucoup plus faibles par contre. Et puis là, un cas d'aquifère volcanique, en France, on a tous bu de l'eau de Volvic, eh bien c'est ce type d'aquifère-là. Donc maintenant, comment est-ce qu'on étudie les eaux souterraines ? La principale manière, c'est de creuser des puits dans le sol jusqu'à la roche qui contient l'eau, la roche aquifère. Donc vous voyez un exemple ici, et puis on peut envoyer des instruments. Là, c'est une sorte de fil à plomb en fait gradué qui permet de savoir à quelle profondeur on va toucher le toit de la nappe. Et pour nous aider, il y a une petite lumière qui s'allume quand on touche l'eau. On peut aussi mettre des tubes comme ça qui vont aller prélever de l'eau pour faire des prélèvements et ensuite analyser la chimie de l'eau. Parce que globalement, comme montré sur ce bloc diagramme de bassin versant,
On met des piézomètres pour faire de l'observation in situ, soit hydrique, comme je vous ai dit, chimique. Il y a d'autres éléments importants pour connaître les eaux souterraines, c'est de connaître la géologie, c'est-à-dire la nature, la structure des roches. On va aussi mesurer dans les cours d'eau, on en a déjà parlé. Et puis, il y a une autre source récente d'information dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la gravimétrie spatiale. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard, mais je crois que ce n'est pas la peine d'aller plus loin à ce stade. Un élément qui est important à comprendre, c'est que, comme pour la mesure in situ des débits dont a parlé Stéphane Calment précédemment, quand on mesure les niveaux d'eau dans les nappes in situ par des puits, par des piézomètres, vous avez des exemples ici aux États-Unis. En Europe, chaque point de couleur représente un puits où, pour les auteurs, des auteurs américains qui ont fait une collecte, qui ont essayé de collecter ce type d'informations sur toute la surface du globe, où ils ont réussi à obtenir facilement, sans devoir payer, sans devoir passer des années à récupérer la donnée. Donc voici ce qu'ils ont réussi à collecter. Et vous voyez qu'il y a plein de lacunes. Même aux États-Unis, où normalement la donnée publique est disponible à tous, vous voyez que par exemple au Texas, eh bien, il n'y a pas du tout la même densité de mesures qu'ailleurs. Et donc, bon, je ne sais pas, il y a de la rétention d'informations. Je ne sais pas, mais toutes les données qui concernent l'eau sont souvent valorisées économiquement ou géopolitiquement, etc. Il y a des tas de pays où c'est très difficile d'avoir de l'information. Si on s'intéresse à l'Europe, vous voyez que, eh bien, il n'y a aucune info en Belgique. Je ne pense pas que ce soit pour des données particulièrement géopolitiques. Bon, ils n'ont pas eu accès aux données. Donc, en tout cas, et même quand l'information est largement disponible, il y a plein de trous. Il y a des trous dans l'espace qu'on voit ici, il y a des trous dans le temps, des lacunes de données. Donc, il est important de pouvoir essayer de combler ces lacunes d'information. Et donc, le deuxième outil majeur d'étude des eaux souterraines, c'est la modélisation numérique, qui permet d'exploiter en fait la connaissance physique des écoulements dans le cadre de modélisation, en utilisant des tas de données complémentaires par rapport à ces observations, données d'entrée de précipitation, de température, de géologie, d'occupation des sols, etc. Et donc, les mêmes auteurs qui ont collecté les données ont ensuite utilisé ces données pour calibrer, essayer de reproduire le mieux possible ces observations des niveaux de nappe dans un modèle global d'écoulement souterrain qui est un modèle où chaque maille élémentaire fait 1 km de côté, 1 km carré en fait. Et donc, voici leurs résultats. Donc le globe est intégralement couvert. Si vous comparez les résultats sur la France ou aux États-Unis par rapport aux observations, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de différences. Un modèle comme ça, il a l'avantage de combler les lacunes spatiales, mais il a aussi l'inconvénient de créer de la continuité là où dans la réalité, parfois, elle n'existe pas. Mais bon, c'est quand même mieux que rien. Et donc, quand on regarde le niveau des nappes à la surface du globe, ce qu'on voit, c'est que les nappes sont très profondes en rouge dans les zones qui sont soit arides, soit dans des zones de relief, ici les Rocheuses, la Cordillère des Andes, en Himalaya, les Alpes, etc. Et les nappes sont proches de la surface. Là, on regarde la profondeur depuis la surface. Dans toutes les zones qui sont proches des grands cours d'eau, vous voyez très bien la vallée du Mississippi ici, la vallée de l'Amazone et la cuvette amazonienne là. Donc proches des grands cours d'eau et surtout dans les zones les plus humides. Bon. Les déterminants au premier ordre sont très simples en fait. Maintenant, je vais vous parler du rôle des eaux souterraines sur les débits et puis de leur rôle comme ressource en eau qui est majeur. Donc, comme tous les orateurs précédents, je vais essayer de vous promener un petit peu pour cet exposé. Et on va commencer par ne pas aller très loin, dans le bassin versant de la Somme, qui est représenté en rose sur cette carte, qui représente pour la France l'ensemble des principales formations aquifères, c'est-à-dire suffisamment poreuses pour avoir plein d'eau en bleu. Donc nous sommes aujourd'hui ici, là, sous mon pointeur, le bassin de la Somme et au nord de la France. Il fait à peu près 5000 km² et il s'inscrit intégralement dans la formation aquifère de la Craie, qui est très poreuse. Et cette formation aquifère, selon le BRGM, alimente 90% du débit de la rivière Somme à Abbeville, qui est l'exutoire mesuré au niveau de la flèche. La nappe est libre, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la formation imperméable et sa profondeur moyenne est de 40 mètres. Et avec
Avec un étudiant de thèse il y a quelques années, on a essayé avec un modèle simple de simuler le débit de la Somme avec un modèle qui est schématisé ici, qui ne représentait que le fonctionnement hydrologique de la partie superficielle, donc des 3-4 premiers mètres de sol, et puis aussi le fait qu'on reçoit les pluies, on évapore, etc. Et c'est la simulation que vous voyez en vert ici, par rapport aux observations qui sont en noir sur une chronique qui dure un certain nombre d'années et où vous avez notamment l'année 2001. Pour ceux qui sont suffisamment âgés, vous vous souviendrez que ça a été une crue majeure de la Somme en 2001. Ça a été caractérisé a posteriori comme une crue centennale, donc un volume qu'en moyenne on retrouve que tous les 100 ans. Donc qui est ici. Et vous voyez qu'avec le modèle qui ne représente que l'hydrologie superficielle, on n'arrive pas du tout à représenter fidèlement le débit observé. On a des contrastes hydrologiques saisonniers et interannuels beaucoup trop élevés, avec des pointes de crue beaucoup trop fortes. Et alors, au moment de la crue de 2001, la zone inondée de la basse vallée de la Somme était énorme, mais ici, peut-être qu'on aurait recouvert intégralement le bassin d'inondation avec de telles quantités d'eau. Et puis, au contraire, dans les moments de basse eau, les étiages, en été et puis dans les années sèches, on a pratiquement plus d'eau dans la rivière, ce qui n'est pas le cas dans les observations. Et donc, comme il y a cette nappe, on savait bien qu'elle existait, on a essayé de la représenter d'une manière simple, avec un petit réservoir linéaire. Ça veut dire que le débit qui sort est proportionnel au volume stocké, et ce volume stocké, il est alimenté par une dérivation de l'infiltration. Et donc, le résultat vous est donné par la courbe en rouge, qui reproduit beaucoup mieux le débit observé, et donc avec un temps de résidence de l'eau dans ce réservoir de 700 jours, c'est-à-dire à peu près 2 ans. Donc ça vous montre, je pense, de manière très, très claire qu'un des rôles des eaux souterraines dans le système, dans le cycle de l'eau, c'est d'atténuer les contrastes. C'est un effet tampon sur les contrastes hydrologiques pour les débits. En parallèle, donc, ces réservoirs de structures variées, comme on l'a vu précédemment, contiennent de l'eau qui est exploitée. Et donc, cette figure vous a déjà été montrée par un de mes prédécesseurs. Et vous voyez par contre les endroits où il se trouve. Ces 7 bassins versants, enfin ces 7 lieux aquifères sont parmi les plus exploités du monde. Et donc, je ne vais pas redire ce que vous avez déjà entendu, mais les hommes pompent l'eau, et parfois dans des proportions incroyables. Par exemple, un truc que je peux vous dire quand même, c'est que dans la vallée centrale californienne, qui est ici, les prélèvements, les pompages sont actuellement faits à 700 mètres de profondeur. Il y a un siècle, ils pompaient à des profondeurs beaucoup plus basses, évidemment, et puis ils ont asséché les premiers aquifères parce que c'est un système aquifère multicouche, et donc au fur et à mesure du temps, on creuse de plus en plus bas pour continuer à alimenter en eau les cultures de la vallée californienne et puis les grandes mégalopoles qui y sont. Et on a le même genre de comportement dans le sud de l'Espagne, par exemple. Maintenant, ceci étant dit, les eaux souterraines ont une influence sur l'évapotranspiration et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'évapotranspiration continentale? C'est la somme de plusieurs composantes. La transpiration des plantes, que ce soit des arbres ou des couvertures herbacées, et puis l'évaporation, soit depuis le sol, soit depuis l'eau de surface, et aussi parfois, souvent même, l'eau qui est interceptée par les feuilles quand il pleut. Donc cette évapotranspiration, c'est une composante importante du cycle de l'eau et des bilans d'eau. C'est aussi une composante importante du bilan d'énergie des surfaces continentales et océaniques d'ailleurs. L'évaporation est une manière très efficace de refroidir les surfaces. Donc quand on évapore, on refroidit. Et par rapport aux questions du changement climatique, c'est particulièrement important. Donc on va faire un petit détour par l'observatoire atmosphérique de l'IPSL, qui est basé sur le site de l'école polytechnique et dont vous voyez les instruments, et notamment cette tour ici. Et ce genre de tour permet de mesurer l'évaporation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment, mais et puis on peut aussi mesurer la température à plusieurs niveaux dans l'atmosphère, l'humidité, etc.
Donc ces graphiques-là vous montrent, en moyenne sur quelques années, la comparaison d'observations en noir pour la température de l'air à 2 mètres, la manière dont la Météo France mesure la température, et puis le flux de chaleur latente, qui est l'équivalent énergétique de l'évapotranspiration. Donc en noir, ce sont des observations à cet endroit, et puis les courbes en couleur, notamment la bleue, c'est des simulations par le modèle atmosphérique de l'IPSL avec un maillage resserré. Et vous voyez qu'en été, le modèle n'arrive pas du tout à fournir assez d'évaporation, assez de flux de chaleur latente par rapport aux observations. Et ça se traduit par le fait que la température de l'air à 2 mètres ici est beaucoup plus élevée que l'observation. Donc ça vous illustre l'effet refroidissant dont je parlais. Et avec un étudiant de thèse, on a essayé de comprendre ce déficit en faisant appel à des mesures d'humidité des sols. Avec des sondes qui étaient implantées à proximité de la tour de mesure dans le sol à plusieurs profondeurs, jusqu'à 50 cm. Donc on va commencer par regarder les points noirs qui sont les valeurs des observations. Donc vous voyez des profils d'humidité observés en février, mai, août et novembre. Et le point qui est important, c'est de voir que toute l'année, à l'exception de l'été, les points sont très proches de l'axe vertical à droite, qui marque la saturation du sol à cet endroit. D'accord ? Donc en fait, en février, à 50 cm, le sol est saturé. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit avant, ça veut dire que c'est la hauteur du toit de la nappe, et qu'en dessous, c'est saturé. Et probablement, en dessous, il y a une couche imperméable qui permet à l'eau de s'accumuler. Et malheureusement, sur ce site, on n'a pas de piézomètre, mais en faisant l'analyse de la géologie du plateau de Saclay, bon, c'est parfaitement plausible qu'il y ait localement une nappe perchée. Donc, en été, évidemment, on n'est pas saturé à 50 cm, mais quand on regarde le profil, on se dit que pas très loin, en dessous de 50 cm, on peut avoir une nappe. Donc, ces mesures d'humidité révèlent la présence d'une nappe peu profonde à cet endroit toute l'année et qui n'est pas du tout représentée par les modèles, donc les modèles qui sont représentés par les courbes de couleur et notamment par le modèle le plus simple qui est d'un sol saturé avec un écoulement gravitaire vertical vers le bas à la base du sol qui, dans notre modèle, fait 2 mètres de profondeur. Et donc, c'est ces courbes que vous voyez là et ça ne s'approche pas du tout des points observés. Donc on a essayé de réduire le drainage, le flux vers le bas pour essayer de garder de l'eau plus dans le sol. Et c'est les courbes vertes, jaunes, rouges. Et vous voyez que bon, l'humidité augmente, hein, les valeurs plus humides sont par là, mais ça ne marche pas du tout. Alors finalement, on a essayé de décrire une nappe de manière très, très simpliste. On a juste dit, là il y a une nappe, là c'est saturé, et puis le modèle se débrouille. Donc on a fait à 2 mètres, 1,3 m de profondeur et à 50 cm de profondeur. Et donc, si vous vous intéressez au cas d'août, ici, vous voyez que l'observé se trouve parfaitement entre une simulation avec une nappe qui est tout le temps à 1,3 m et une nappe qui est tout le temps à 1,5 m. Donc, en gros, elle doit être à 1 mètre, la nappe. On n'a pas poussé plus loin. Mais par contre, on a regardé l'effet de ces différentes configurations de sol sur le flux de chaleur latent, l'évapotranspiration, que vous voyez ici, en ayant soustrait les valeurs observées, ce qui fait que l'observation vaut 0. Et puis quand le modèle surestime, on est au-dessus en valeur positive. Quand il sous-estime, on est en dessous. Donc on retrouve que le modèle de configuration de base sous-estime fortement l'évapotranspiration en été. Et puis en réduisant, en augmentant l'eau et en créant une nappe, on augmente le flux de chaleur latent. Et donc on aurait sans doute, on retrouve qu'on aurait une nappe à peu près à 1 mètre de profondeur. Mais donc là, on a une vision verticale essentiellement des choses. Et il y a des collègues américains qui ont fait beaucoup avancer la compréhension de ces choses-là en s'intéressant au bassin expérimental du Little Ouachita aux États-Unis, en Oklahoma, ici. C'est un bassin de 650 km² et vous voyez ici la topographie. Donc le Little Ouachita coule par là et ici, on a les zones les plus basses. On a essentiellement une structure tabulaire avec la vallée qui incise et des valeurs plus basses à l'aval. Et puis, pas mal de réseaux d'observation qui sont matérialisés ici. Et donc, les collègues américains, Maxwell et Collett, ont fait une simulation de ce bassin versant à 1 km aussi de résolution. Et vous voyez ici la vision, la carte de flux de chaleur latent moyen
du bassin versant et qui révèle que en fait, c'est dans les zones les plus basses, ici, dans la vallée, qu'on a les valeurs les plus hautes du flux de chaleur latent. Et les valeurs les plus faibles sont sur les zones de plateau. On le retrouve très bien sur ces graphiques qui montrent la profondeur de la nappe. Donc ici, on a des nappes très proches de la surface. Ici, elles sont très profondes. Et le flux de chaleur latent qui augmente là. Et donc, on retrouve que les valeurs les plus fortes du flux de chaleur latent sont obtenues quand les nappes sont les plus proches de la surface. Et dans ce cas-là, et puis que les valeurs les plus faibles sont obtenues pour les valeurs profondes. Et que c'est une zone de transition très petite, finalement, où on a une relation linéaire où plus la nappe est proche de la surface, plus l'évaporation augmente. Dans ces zones-là, en fait, c'est tellement humide que rajouter un petit peu d'eau, ça ne joue plus. Dès que la nappe atteint 2 mètres, eh bien, être à 2 mètres, être à 1,50 m, être à 1 mètre, ça ne change plus. C'est suffisamment humide pour évaporer au maximum dans ce climat-là. Voilà. Donc, ça m'amène maintenant à parler des relations entre les eaux souterraines et le climat. Et encore une fois, je vais utiliser la modélisation comme outil expérimental. Je vais vous montrer des expériences numériques. Donc, un modèle de climat, c'est censé représenter le climat de la planète avec ces 4 grandes sphères, l'atmosphère, l'océan, les surfaces continentales et les glaces de mer qui, d'un point de vue de l'albédo et du bilan énergétique, sont très importantes, avec un système où on fait un maillage tridimensionnel de toutes ces sphères pour décrire toutes les équations de circulation, d'échange énergétique, de masse, etc. Avec des résolutions horizontales, et c'est important à noter, qui vont de 50 à 200 km dans ce que les modèles savent faire, de climat savent faire à l'heure actuelle. Et avec ce genre d'outils, dont Édouard Barr a parlé, et puis d'autres de mes prédécesseurs aujourd'hui, on est capable de reconstruire les températures atmosphériques à 2 mètres, par exemple, ici. Chaque courbe est une simulation par un modèle différent. Et les observations sont en noir et vous voyez que l'ensemble des modèles capture assez correctement les observations et très fidèlement la variabilité pluriannuelle de ce signal qui est essentiel par rapport à la problématique du changement climatique. Donc, pour vous montrer la manière dont les nappes influencent le climat, je vais repartir d'une simulation très simple comme celle que je vous ai montrée sur l'observatoire de l'École polytechnique. C'est-à-dire que dans le modèle de l'IPSL, on a dit que partout à la surface du globe et en tout moment, on avait une nappe à 1 mètre de profondeur. C'est absolument pas réaliste, mais c'était pour faire un test. Et vous voyez ici les différences pour les mois de juin, juillet, août, donc l'été boréal, de précipitations en haut et de température à 2 mètres, entre une simulation où on a une nappe partout à 1 mètre et une simulation où on n'a pas du tout de nappe, on a un sol non saturé. Et donc vous voyez qu'il y a plein d'endroits du globe, et notamment dans les tropiques, où on a une augmentation des précipitations en rouge, également dans la zone de transition entre les régimes pluvieux et arides d'Amérique du Nord, et le Little Ouachita, il est quelque part sous cette grosse patate rouge foncé. Vous avez ici la zone du Sahel. Dans le bassin méditerranéen, aussi une zone plutôt aride, vous avez une augmentation des précipitations et très peu de baisse de précipitations. Et en parallèle, vous avez de manière assez généralisée une baisse des températures. C'est toujours l'effet refroidissant puisque les nappes alimentent l'humidité qui alimente l'évapotranspiration qui refroidit et baisse de température d'autant plus forte qu'on a des endroits où la précipitation est accrue parce que là on a une rétroaction positive, on augmente la précipitation, donc on augmente encore l'évaporation par rapport à ce qu'on aurait sans la nappe. Et on va regarder aussi ce qui se passe au niveau de la mousson africaine dans cette petite boîte ici. Et cette flèche verte du sud vers le nord correspond à ce qu'on a en moyenne si on suit les latitudes de ce côté du graphique vers ce côté du graphique. Donc vers la gauche, on est au-dessus de l'océan, ici. Et puis on va là vers le continent. Et vous avez en noir, là, le signal de mousson africaine, en juillet,
qui pique à 10 degrés nord. Et ça, c'est la simulation sans nappe. Et si on a une nappe à 1 mètre, eh bien, vous voyez que la mousson, à la fois, va faire plus de pluie et à la fois va aller plus au nord. D'accord ? Et ça, c'est lié au fait que l'évaporation aussi va se décaler vers le nord avec des valeurs plus fortes. Et c'est lié, je ne rentrerai pas dans les détails, mais au fait que le système de mousson nord-africaine s'inscrit dans dont on a déjà parlé, les circulations de Hadley, de Walker, et avec un contrôle important qui est le gradient thermique entre les zones tropicales et les zones extratropicales, les moyennes latitudes. Et ce gradient thermique, en fait, quand on met les nappes, les moyennes latitudes se refroidissent davantage, enfin surtout ici en fait, se refroidissent davantage que les zones équatoriales. Ça intensifie le gradient, donc on a du coup des circulations méridiennes qui sont plus importantes, plus intenses et qui permettent à la mousson d'aller plus au nord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce comportement en fait corrige un défaut de notre modèle. Alors on le corrige de cette manière, d'une manière pas du tout réaliste, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de nappe à 1 mètre de profondeur toute l'année au Sahara, par exemple. D'accord ? Donc pour aller un peu plus loin, on a travaillé aussi à obtenir une représentation des eaux souterraines qui soit adaptée à notre modèle de climat. Parce que dans un modèle de climat qui fonctionne avec des mailles de 200 km de côté, et où on représente toute la complexité de l'atmosphère et de l'océan, on ne peut pas faire un modèle, comme je vous ai montré au début, avec une résolution de 1 km, etc. Et qui d'ailleurs, modèle ne décrit pas la dynamique des nappes. Donc, on est parti, ici je vous résume le point de départ en fait du modèle de climat qui décrit l'effet des eaux souterraines sur les débits exclusivement en utilisant ce type de réservoir dont on a déjà parlé, un réservoir linéaire qui représente les eaux souterraines, qui retarde l'écoulement souterrain avant de rejoindre le débit et qui fait cet effet tampon que je vous ai montré dans la somme. Mais par contre, dans ce cadre-là, il n'y a jamais de retour de ces eaux souterraines vers le sol et l'humidité des sols. Donc, la manière dont on s'y est pris pour décrire ce processus, c'est d'introduire une nouvelle fraction qui est représentée là en rose, une nouvelle fraction qui en fait est une fraction basse et potentiellement humide parce qu'on lui a dit qu'elle allait recevoir l'eau de la fraction haute, exactement comme dans un diagramme de bassin versant que je vous ai déjà montré. Donc on représente ici ces circulations horizontales à des petites échelles, à des échelles qui sont inférieures à celles de la très grande maille de notre modèle. Donc cet écoulement retardé qui provient des zones de recharge les plus hautes alimente la fraction basse et si cet écoulement est suffisant, sachant qu'on a pris bien soin de rendre ce fond imperméable, eh bien on va avoir une nappe qui va pouvoir se développer et alimenter une évaporation, etc. Et puis il faut évidemment décrire le retour de cette nappe à la rivière pour que l'eau continue à couler dans les rivières. Alors, une des difficultés aussi, si on veut essayer de faire des choses un petit peu réalistes, c'est de décrire correctement l'extension de cette fraction basse. Et pour ça, un étudiant de thèse de notre équipe a travaillé pour essayer de cartographier sur l'ensemble du globe quelque chose qui puisse servir de descripteur de ces fractions basses. Donc, on a construit une carte globale des zones potentiellement humides en croisant deux types d'informations. D'abord, les zones où, à partir de la carte globale à 1 km, on pouvait dire que la nappe était suffisamment proche de la surface pour alimenter l'humidité des sols et l'évaporation. Et puis, on a croisé ça aussi à des données télédétectées d'inondation des sols parce qu'on pensait que ça nous permettait d'abord d'avoir une information utile par ailleurs et puis aussi de corriger certains des défauts de cette carte qu'on avait pu relever. Et donc, voici le résultat où vous retrouvez les grandes zones humides de la planète. Par exemple, eh bien, vous avez là le lac Tchad avec une zone humide autour. Lac Tchad dont on a parlé ce matin et qui est alimenté par les zones souterraines, comme nous a dit Jean-François Créteau. Vous avez dans la même zone le grand marais du Soud, au Soudan, le delta intérieur du Niger, la cuvette du Congo, la cuvette amazonienne, les zones de la Plata, et puis, dans les zones boréales aussi, des zones qui sont influencées à la fois par le fait qu'il y a une géologie particulière liée aux déglaciations et puis le fait que le sol est gelé à cause de la température. Voilà. Plus toutes les zones tropicales.
Un point que je voudrais souligner, c'est que cette carte nous amène à des zones, une étendue de zones potentiellement humides à la surface du globe, de 20% à peu près, ce qui est beaucoup plus que les estimations qu'on a si on ne tient compte que de ce qu'on voit depuis la surface, en allant sur le terrain ou en prenant des satellites ou des avions. Et puis, dernier point sur ce travail, c'est que ce diagramme qui vous montre la proportion ici, dans chacun des grands bassins, dans des grandes zones humides du globe, et puis le reste du monde ici. Vous avez en orange la fraction recouverte par des lacs, en bleu ce qui est les zones inondées, en vert ce qui est les zones humides qu'on interprète comme liées aux eaux souterraines, et puis les hachures, c'est la contribution, c'est les zones où à la fois c'est humide à la fois par le fond et par la surface. Bien, vous voyez que la contribution des nappes, qui apparaît donc en vert ou en vert hachuré, est très importante pour le fonctionnement de ces zones humides. Et d'un point de vue biodiversité, c'est crucial. Hein. Donc à la fois dans les grandes zones humides de la planète, mais aussi dans toutes les toutes petites zones humides que les satellites, justement, ont particulièrement du mal à voir et que de la modélisation hydrogéologique finement distribuée réussit à capturer. Alors j'approche de la fin et je vais vous montrer l'impact en une slide, l'impact sur le climat simulé de ce que je vous ai montré, cette amélioration, on espère, de notre modèle pour décrire ce retour des eaux souterraines sur l'humidité des sols. Donc on compare une simulation qui a cette caractéristique avec une simulation qui ne l'a pas, notre simulation de référence. On est toujours en juin, juillet, août, donc l'été boréal. Donc ça ressemble aux cartes que je vous ai présentées précédemment. Et vous avez, pour les précipitations et pour les températures, des motifs de changement qui sont relativement proches, à ceci près qu'en fait, pour les températures, les zones de refroidissement sont beaucoup plus massives, et notamment dans les zones où on a de grandes fractions humides, autour du bassin de l'Aube, et puis des grandes zones humides nord-américaines. Vous voyez aussi que dans le bassin méditerranéen et dans la zone de Sahel, vous avez des augmentations substantielles de précipitations. Mais par contre, il faut se méfier parce que je n'ai pas du tout la même palette de couleurs que tout à l'heure. Et d'un point de vue quantitatif, ces changements sont 5 à 10 fois inférieurs à ceux que j'avais avec une nappe à 1 mètre. Mais évidemment, les nappes là ne sont pas forcément à 1 mètre, ne sont pas sur toute la surface du territoire. Et puis ici, on conserve l'eau, alors que dans les simulations précédentes, pour maintenir une nappe à 1 mètre dans les zones arides, il fallait rajouter de l'eau dans le système climatique. Donc c'était une histoire de test, mais ce n'était pas du tout réaliste. Maintenant, je terminerai sur ce qu'on peut dire avec ce genre d'outils sur l'évolution du climat futur. Donc ici, on schématise le principe, on a notre modèle de climat. Et puis, pour décrire le climat du futur, on met une entrée qui est un changement des forçages radiatifs dans l'atmosphère, donc notamment des compositions en gaz à effet de serre, aérosols, etc. Et nous, on va suivre une simulation qui prend le forçage le plus pessimiste, dont Édouard Barre a parlé ce matin, et qui est la trajectoire que malheureusement on emprunte à l'heure actuelle. Et donc ça donne des augmentations de température à la fin du XXIe siècle, autour de plus 5 degrés par rapport à 1960. Donc encore une fois, je compare ici 2 simulations. Une simulation sans retour des nappes sur l'humidité, en noir, et une simulation avec ce retour. Et vous voyez ici, donc de 1980 à la fin du XXIe siècle, les variations en moyenne globale, océans et continents confondus, sachant que l'effet n'a lieu que sur les continents, sur la température à 2 mètres, les précipitations, le maximum annuel de température et le nombre de jours sans pluie, ici exprimé par mois. Et chaque point, c'est une valeur par an. Donc, bon, on retrouve le réchauffement, et dans cette simulation, il est plus fort que la moyenne précédente. On augmente de 6 degrés quand même. En parallèle, lié aux relations de Clausius-Clapeyron, dont Édouard Barre a parlé ce matin, l'atmosphère se réchauffant, elle est capable de contenir plus de vapeur d'eau, et donc il y a plus de précipitations. Mais par contre, vous voyez qu'en termes d'impact
des nappes sur le climat, vous voyez que, alors, il y a la courbe rouge est très légèrement inférieure en termes de température moyenne, mais très légèrement, d'ailleurs, on ne voit pas bien. Si on s'intéresse au maximum annuel de température, ce n'est pas le meilleur indicateur de canicule, hein, mais j'ai ces simulations-là que depuis très peu de temps, donc j'ai fait le truc le plus rapide hier. Et bien, vous voyez que l'effet est perceptible malgré l'extrême réchauffement, hein, au cours du siècle. Et donc, dans un monde avec des nappes, on a un monde un petit peu moins chaud, même s'il se réchauffe tout autant. Et pour le nombre de jours sans pluie, important par rapport aux problématiques sécheresse, eh bien, vous voyez que ce nombre aussi est plus faible et c'est directement lié au fait que les précipitations augmentent. Oui, donc le point positif, c'est que les nappes pourraient atténuer certaines des manifestations négatives du changement climatique, mais ça reste évidemment à creuser beaucoup. Et je terminerai sur l'impact réciproque, c'est celui du réchauffement climatique et du changement climatique associé sur les eaux souterraines. Donc on reprend les mêmes 7 aquifères les plus exploités du globe. Je vous ai rappelé par là les cartouches de couleurs dans les valeurs en bas, les valeurs de diminution de niveau en équivalent lame d'eau telles que mesurées par le satellite GRACE sur une décennie. Donc ce sont des endroits où partout le niveau des nappes baisse. Et vous voyez, par des simulations par le modèle de climat américain CESM, les variations au cours du XXIe siècle du niveau des nappes dans ces endroits-là. Et il y a plein de cas de figure. Dans la vallée californienne, en fait, l'effet du changement climatique est relativement neutre. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup travaillé sur les raisons de tout ça, mais sans doute que le rapport du changement de précipitation et d'évaporation là-bas est neutre. Et ça, pour un grand nombre de réalisations. Au contraire, dans les plaines centrales américaines, qui sont massivement exploitées, de même que au Moyen-Orient, eh bien, le changement climatique va profondément renforcer la baisse des nappes. Et ça rejoint ce que vous a dit Édouard ce matin. Une des manifestations typiques du changement climatique d'un point de vue des pluies, c'est que les zones les plus pluvieuses verraient leurs précipitations augmenter, les moins pluvieuses verraient leurs précipitations diminuer. Donc dans les zones arides, comme les plaines américaines centrales et puis surtout le Moyen-Orient, on est aride et les pluies vont baisser. Et puis, il y a d'autres endroits, comme le nord de l'Inde, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, où on aura probablement une récupération partielle, si on croit ce modèle climatique en particulier, parce que tous les modèles ne nous disent pas la même chose en ce qui concerne l'évolution des pluies, et comme ça a été très bien souligné déjà ce matin. Récupération totale dans l'aquifère de Chine du Nord, totale également au Guarani en Argentine et partielle en Australie. Et donc, les messages que je vous invite à ramener chez vous, c'est d'abord que les eaux souterraines sont une ressource importante et fortement exploitée, que leur effet tampon cet effet tampon est lié au fait que la circulation dans ces milieux poreux est beaucoup plus lente que dans les eaux de surface, hein. Réduit la vulnérabilité aux sécheresses, je pense que c'est très important. Par ailleurs, l'influence de ces eaux souterraines sur le climat, pour autant qu'on peut en dire avec les résultats de notre équipe, mais c'est confirmé par les résultats d'autres équipes sur le globe, sont relativement modestes en fait en termes quantitatifs, notamment si on regarde en moyenne sur la planète, mais ils peuvent être importants localement et quand il s'agit de ressources en eau, eh bien le local reste très important. Pour autant, ces eaux souterraines restent largement méconnues et ça, c'est lié au fait que la structure est très complexe et qu'on n'est pas capable, pour l'instant, d'investiguer partout. Le satellite GRACE, dont on a beaucoup parlé, donc il voit des grosses zones de 300 par 300 km d'une manière complètement intégrée et ça ne nous permet pas, et puis intégrée verticalement aussi, donc on ne sait pas l'eau qui est là, qui est vue, si elle est à droite, à gauche, au nord, au sud, à 100 mètres, à 500 mètres, à 10 mètres, on ne sait pas bien. Et donc, il y a beaucoup de travail. Ce qu'on ne sait pas non plus bien, c'est l'impact des eaux souterraines sur la variabilité du climat. On a vu qu'elles ont un impact sur la variabilité des débits, elles atténuent les contrastes. Et on pourrait supposer que dans les zones où les nappes rétroagissent sur l'humidité des sols, elles vont aussi atténuer la variabilité
temporelle, saisonnière, de l'humidité des sols, de l'évaporation et du climat aussi. C'est des choses qu'on aimerait étudier et qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder. Et puis la dernière grande inconnue, c'est le résultat des interactions complexes entre les eaux souterraines, les eaux de surface, les activités humaines et le changement climatique. Et je pense que l'orateur suivant va nous parler de ça très bien. Merci.